Ma sœur a volé tous les hommes avec qui je suis sorti pendant des années, alors je l'ai présenté à quelqu'un qui a détruit sa vie et lui a finalement donné une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Depuis cette nuit-là. Je m'appelle Aurélie Dubois. J'ai 27 ans. D'aussi loin que je me souvienne, ma sœur Chloé a toujours traité mes relations amoureuses comme une chasse au trésor. Que ce soit au lycée, à l'université ou dans ma vie d'adulte, la règle était toujours la même. Si je l'aimais, elle le voulait. Et comme elle était extravertie et charmante, elle l'obtenait généralement. J'avais l'habitude d'essayer de la protéger. J'avais l'habitude de réparer ses bêtises. Mais tout cela s'est arrêté le soir où je suis entré dans l'appartement de mon petit ami. J'avais une clé. Je voulais lui faire la surprise de lui apporter le petit déjeuner. Au lieu de ça, j'ai trouvé ma sœur assise dans son lit. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle n'a pas essayé de se cacher. Elle m'a regardé avec un sourire narquois. On aurait dit qu'elle avait gagné un prix. Autrefois, j'aurais pleuré. J'aurais hurlé. Mais cette fois, je ne me suis pas senti triste. Je me suis senti glacial. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est réveillé. Elle pensait m'avoir tout pris, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle ne savait pas que j'avais croisé la route d'un homme qui pourrait détruire sa vie entière. Et cette fois, je n'allais pas l'arrêter. Ma sœur, Chloé, était le fils. J'étais juste la personne qui se tenait dans son ombre, essayant de ne pas me brûler. Chloé avait 2 ans de moins que moi, mais elle occupait tout l'espace dans chaque pièce. Elle est née bruyante. Elle est née exigeante. Quand elle pleurait bébé, ma mère ne se contentait pas de la réconforter. Elle paniquait. Elle agissait comme si c'était la fin du monde si Chloé ne souriait pas. J'étais différente. J'étais la discrète. J'étais l'enfant facile. C'est comme ça que ma mère m'appelait toujours. Aurélie est si facile, disait-elle à ses amis en sirotant un Diabolo Monde sur la terrasse. Je n'ai jamais à m'inquiéter pour Aurélie. Elle reste assise dans son coin à lire. Elle est si indépendante. Elle le disait comme un compliment. Mais quand on est enfant, indépendante sonne juste comme ignorée. En grandissant, Chloé était un ouragan. Elle était jolie d'une manière qui faisait que les gens s'arrêtaient pour la regarder. Elle avait des yeux vifs et un rire qui résonnait dans toute la maison. Elle savait comment user de son charme. Si elle cassait un vase, elle faisait une petite moue mignonne et mon père riait. Si elle ratait un examen, elle pleurait à grosses larmes dramatiques, et ma mère accusait le professeur. C'est juste son tempérament, disait ma mère. Chloé est pleine de vie. On ne peut pas écraser un esprit comme ça. J'étais l'équipe de nettoyage émotionnel. Si Chloé faisait une bêtise, c'était moi qui tenais le balai. Je me souviens d'un samedi en particulier, j'avais 12 ans et Chloé en avait 10. C'était mon anniversaire. Ma mère avait fait un gâteau au chocolat. C'était la seule chose que j'avais demandé de toute la semaine. J'étais assise à la table de la cuisine, regardant ma mère poser les bougies dessus. Je me sentais spécial. Pendant une petite heure, la journée allait être centrée sur moi. Puis Chloé est arrivée en courant dans la cuisine. Elle poursuivait le chien. Elle criait et riait, tournant en rond autour de la table. « Chloé, arrête !» ai-je dit. « Fais attention. »« Tu n'es pas drôle, Aurélie » a-t-elle crié. Elle a pris un virage serré. Sa hanche a heurté violemment la table. Le présentoir à gâteau a vacillé. J'ai tendu la main pour le rattraper, mais j'étais trop lente. Le gâteau a glissé du bord et s'est écrasé sur le lino. Le glaçage au chocolat s'est étalé partout. Les bougies se sont cassées en deux. J'ai fixé le gâteau en ruine. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'était mon gâteau d'anniversaire. Chloé ne s'est pas excusée. Elle a regardé le désordre, puis a regardé ma mère et a immédiatement fondu en larmes. Elle a hurlé comme si on lui avait tiré dessus. « Je ne l'ai pas fait exprès » a-t-elle crié. Aurélie m'a crié dessus, j'ai eu peur et j'ai glissé. C'était un mensonge. Je n'avais pas crié, mais ma mère ne m'a pas regardé. Elle s'est précipitée vers Chloé et l'a serrée fort dans ses bras. Chut. Ce n'est rien, mon bébé, a roucoulé ma mère en caressant les cheveux de Chloé. C'est un accident. Ne pleure pas. Tu vas te rendre malade. Je suis restée assise là, à regarder mon gâteau ruiné sur le sol sale. Personne ne m'a prise dans ses bras.
Personne ne m'a dit que ce n'était pas grave. Finalement, ma mère m'a regardé par-dessus l'épaule de Chloé. Son visage n'était pas doux. Il était agacé. Aurélie, honnêtement, a-t-elle dit, pourquoi faut-il que tu sois si autoritaire avec elle? Tu sais à quel point elle est sensible. Maintenant, regarde ce qui est arrivé. Je n'ai rien fait, ai-je murmuré. Nettoie ça, c'est tout, a soupiré ma mère en emmenant Chloé hors de la cuisine pour lui acheter une glace afin qu'elle se sente mieux. Il faut que je la calme. Nettoie ça avant que les fourmis n'arrivent. J'ai passé mon 12e anniversaire à quatre pattes, essuyant le glaçage au chocolat avec du papier absorbant pendant que ma sœur sortait manger une glace. C'était notre dynamique. Ce n'était pas une rivalité. Une rivalité implique que les deux camps ont une chance de se battre. C'était un schéma. Chloé était la star, la victime et la princesse. J'étais le public, la méchante et la bonne. En vieillissant, ça a empiré. Au lycée, Chloé avait besoin d'être le centre de l'attention à tout moment. Si j'obtenais un 20-20 à un examen, Chloé rentrait à la maison avec une histoire de garçon qui se battait pour elle, et la conversation du dîner se tournait vers elle. Si je gagnais un prix d'art, Chloé simulait un mal de ventre pour que nous ne puissions pas aller à la cérémonie. Ma mère encourageait cela. Elle défendait la cruauté de Chloé en la qualifiant de charisme. Les gens sont juste attirés par elle, disait maman. Elle a une personnalité magnétique, Aurélie. Tu devrais essayer d'être plus comme elle. Souris davantage. Sois plus ouverte. Ça faisait mal. Ça faisait mal au plus profond de ma poitrine, à un endroit que je ne pouvais pas atteindre. J'avais l'impression d'être invisible. J'ai commencé à croire que mes sentiments n'avaient pas d'importance. J'ai appris à être petite. J'ai appris à être silencieuse. J'ai appris que si j'avais quelque chose de bien, je devais le cacher, car si Chloé le voyait, elle le voudrait ou le briserait. J'ai essayé d'en parler à mon père une fois. C'était un homme silencieux qui passait le plus clair de son temps dans le garage. Je l'ai trouvé en train de travailler sur la voiture et je me suis tenu près de sa boîte à outils. « Papa, ai-je dit, pourquoi maman prend-elle toujours le parti de Chloé? Ce n'est pas juste. » Il a essuyé ses mains grasses sur un chiffon et a soupiré. Il avait l'air fatigué. « Ta sœur, elle a besoin de plus d'aide, Aurélie. Elle est fragile. C'est toi la forte. Tu peux gérer les choses. Chloé ne le peut pas, c'est moi la forte. » C'est devenu l'étiquette qui m'a piégé. Parce que je ne pleurais pas et ne criais pas, il supposait que je ne souffrais pas. Parce que je ne réclamais pas d'attention, il supposait que je n'avais pas besoin d'amour. Je suis devenu la personne fiable. Celle qui se souvenait des anniversaires. Celle qui conduisait Chloé à son entraînement quand elle ratait le bus. Celle qui l'aidait avec ses devoirs. Je faisais ces choses parce que je voulais que mes parents me félicitent. Je voulais qu'ils me regardent et me disent « Bon travail, Aurélie. Nous t'aimons, Aurélie. » Mais ils s'y attendaient simplement. Et Chloé, elle, a appris quelque chose de très dangereux. Elle a appris qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Et non seulement elle ne serait pas punie, mais les personnes qu'elle blessait seraient blâmées à sa place. Elle a appris que le monde tournait autour d'elle. Elle ne me voyait pas comme une sœur, elle me voyait comme une ressource, ou pire, elle me voyait comme une concurrente qui devait être éliminée. Je me souviens du jour où j'ai réalisé qu'elle aimait vraiment me faire du mal. J'avais 18 ans. J'avais économisé de l'argent en faisant du babysitting pour acheter une belle veste en jean vintage. J'adorais cette veste. Je la gardais au fond de mon placard, cachée. Un vendredi soir, je suis rentré de la bibliothèque et j'ai vu Chloé sortir. Elle portait ma veste. Et, ai-je dit en laissant tomber mon sac. C'est la mienne. Enlève-la. Chloé a ri. Elle a vérifié son reflet dans le miroir du couloir. Détends-toi, Aurélie. Je l'emprunte juste. Elle me va mieux de toute façon. Sur toi, elle fait sac. Je ne t'ai pas dit que tu pouvais l'emprunter, ai-je dit en attrapant son bras. Elle s'est dégagée et m'a repoussé violemment. J'ai trébuché et heurté le mur. Maman, a hurlé Chloé instantanément. Aurélie me frappe. Ma mère est arrivée en courant du salon. Aurélie, arrête ça. Laisse ta sœur sortir. Elle va être en retard. Elle a volé ma veste, ai-je dit, la voix tremblante. Ce n'est qu'une veste, a sèchement répondu maman.
Partage avec ta sœur. Ne sois pas si égoïste. Tu ne sors même pas ce soir. Chloé s'est retournée pour partir. Avant de franchir la porte, elle m'a regardé. Ma mère s'éloignait déjà, donc elle ne l'a pas vue. Chloé m'a fait un clin d'œil. Ce n'était pas un clin d'œil amical. Il était froid. C'était un regard qui disait, je peux faire tout ce que je veux, et tu ne peux pas m'en empêcher. Je suis resté dans le couloir, regardant la porte se fermer. J'ai senti une lourde pierre se loger dans mon estomac. J'ai alors réalisé que ma sœur n'était pas seulement gâtée, elle était dangereuse. Elle ne voulait pas seulement de l'attention, elle voulait la domination. Et elle m'avait prise pour cible parce que j'étais la seule à voir qui elle était vraiment. Je pensais que déménager arrangerait les choses. Je pensais que l'université me sauverait. Je pensais que si je mettais des kilomètres entre nous, je serais enfin libre. J'avais tort. La distance ne l'a pas arrêté. Cela lui a simplement donné un nouveau défi. Cela a juste rendu le jeu plus intéressant pour elle. Et le prix du jeu n'était plus des vestes ou des gâteaux. C'était des gens. C'étaient les hommes que j'aimais. Le schéma a commencé au lycée. C'était innocent au début, ou du moins c'est ce que je me disais. Mon premier vrai petit ami s'appelait Marc. Il était dans l'équipe d'athlétisme. Il avait des cheveux bruns en désordre et un sourire timide. Nous avions 16 ans. Nous nous asseyions sur les gradins après les cours et parlions de films et de devoirs. Il me tenait la main et ses paumes étaient toujours moites, mais ça ne me dérangeait pas. C'était agréable d'être choisi. Puis est venu le bal de fin d'année. J'ai passé des semaines à choisir une robe. Elle était bleue. Je me sentais belle dedans. Marc est venu me chercher et il m'a apporté un bracelet fleuri. Il avait l'air nerveux et heureux. Chloé était en seconde. Elle n'était pas censée aller au bal avec un cavalier, mais elle a convaincu mes parents de la laisser y aller avec un groupe d'amis. Au milieu de la soirée, Marc et moi étions près du buffet de boissons. Chloé s'est approchée. Elle portait une robe rouge qui était techniquement trop courte pour le code vestimentaire de l'école, mais elle était magnifique. Elle faisait plus que ses 14 ans. « Salut, Marc », a-t-elle dit. Elle ne m'a pas regardé. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle a touché son bras et a ri. « Aurélie m'a dit que tu faisais de l'athlétisme. C'est trop cool. J'adore courir. » Chloé détestait courir. Elle se plaignait si elle devait marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Mais Marc ne le savait pas. Il a souri. « Ouais, peut-être que je pourrais te donner quelques conseils de sprint un de ces jours. »« J'adorerais ça », a-t-elle murmuré. Le reste de la nuit, Chloé a rôdé. Elle a dansé près de nous. Elle a accidentellement bousculé Marc. Quand une chanson lente a commencé, elle a attrapé sa main avant que je ne puisse le faire. « Allez, grande sœur », m'a-t-elle dit avec un grand faux sourire. Partage-le le temps d'une chanson. Ne sois pas égoïste. Marc m'a regardé, confus. Il ne voulait pas être impoli, alors il a dansé avec elle. Je suis resté contre le mur, regardant mon petit ami tenir ma sœur. Elle lui a murmuré à l'oreille tout le temps. Elle l'a fait rire. 2 jours plus tard, Marc a rompu avec moi. Je ne pense pas que nous ayons assez de choses en commun, a-t-il dit. La semaine suivante, je l'ai vu accompagner Chloé en classe. Ils sont sortis ensemble pendant un mois, jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Elle l'a largué. Elle ne l'aimait même pas. Elle voulait juste prouver qu'elle pouvait le prendre. J'ai pleuré dans ma chambre pendant 3 jours. Ma mère m'a dit de m'en remettre. C'est le lycée, Aurélie. Des amourettes. Et puis, ils sont mignons ensemble, non? J'ai appris à me taire. Je pensais que l'université serait différente. Je suis allé dans une université publique à 2 heures de route. Chloé était encore au lycée. J'avais enfin ma propre vie. En 2e année, j'ai rencontré Julien. Julien était différent. Il était sérieux. Il étudiait pour devenir ingénieur. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an. Nous parlions de l'avenir. Nous parlions de nous installer en ville ensemble après notre diplôme. Il a été le premier homme à qui j'ai dit que je l'aimais. Pendant les vacances de Pâques, j'ai fait l'erreur de le ramener à la maison pour rencontrer mes parents. « S'il te plaît », ai-je supplié Chloé avant d'entrer. « S'il te plaît, sois gentille. Ne fais pas ce que tu fais d'habitude. »
Quoi donc, a-t-elle demandé, clignant innocemment de ses grands yeux. Je suis toujours gentille. Le dîner a bien commencé, mais ensuite Chloé a commencé à servir le vin. Elle n'était pas censée boire, mais mes parents ont laissé passer. Elle s'est assise juste en face de Julien. Alors, Julien, a-t-elle dit en se penchant en avant. Aurélie me dit que tu es ingénieur. Ça a l'air si difficile. Tu dois être vraiment intelligent. J'essaie de l'être, a dit Julien en souriant. Aurélie est intelligente aussi, a dit Chloé. Mais elle est si sérieuse. Tu as l'air d'un gars qui aime s'amuser. Est-ce qu'elle te laisse t'amuser un peu? Chloé, ai-je dit d'un ton d'avertissement. Je demande, c'est tout, a-t-elle ri. Julien, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle est ennuyeuse? Elle a toujours été l'ennuyeuse en grandissant. Julien a ri nerveusement. Elle n'est pas ennuyeuse. Elle est posée. Posée, a répété Chloé en faisant la grimace. Ça ressemble à une punition. Plus tard dans la soirée, nous regardions un film dans le salon. Je me suis levé pour faire du popcorn. Quand je suis revenu, Chloé était assise à ma place sur le canapé, serrée juste à côté de Julien. Elle lui montrait quelque chose sur son téléphone. Sa tête reposait sur son épaule. Pousse-toi, Chloé, ai-je dit. Il y a plein de place, a-t-elle dit sans lever les yeux. Julien ne l'a pas repoussée. Il semblait flatté. Il semblait hypnotisé par son énergie. Le reste du week-end a été un cauchemar. Chloé portait des bikinis au petit déjeuner. Elle a demandé à Julien de l'aider à réparer des choses dans sa chambre. Elle lui a demandé de la conduire au magasin. Quand nous sommes retournés à l'université, Julien était distant. Il m'envoyait moins de messages. Quelque chose ne va pas, lui ai-je demandé un soir. Je ne sais pas, a-t-il dit. J'ai juste l'impression qu'on est peut-être allé trop vite. Ta sœur a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Ma sœur, ai-je senti le sang quitter mon visage. Quand est-ce que tu lui as parlé? On s'est un peu écrit, a-t-il admis. Juste des trucs amicaux. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Elle pense qu'on n'est peut-être pas compatibles. Elle était dans sa tête. Elle avait semé les graines du doute. Julien a rompu avec moi 2 semaines plus tard. Il n'est pas sorti avec Chloé. Elle n'était pas intéressée par une relation à distance, mais elle avait réussi à détruire ce que j'avais. Elle avait prouvé qu'elle avait plus d'influence sur lui en 2 jours que moi en 1 an. Après mon diplôme, le schéma est devenu une malédiction. Il y a eu Michel, le comptable. Chloé s'est pointée à mon appartement en pleurant à cause d'un harceleur qui n'existait pas. Juste au moment où Michel et moi avions un dîner romantique, elle a sangloté et s'est accrochée à lui pour être réconfortée. Elle a dormi sur mon canapé pendant 1 semaine, se promenant en t-shirt trop grand, préparant le petit déjeuner pour Michel pendant que j'étais au travail. Michel a commencé à me dire, « Ta sœur est si fragile. Nous devons prendre soin d'elle. » Finalement, il m'a quitté. Il m'a dit que j'étais trop froide avec Chloé. Il a dit que je ne comprenais pas sa douleur. Chaque chagrin d'amour me rendait plus petite. J'ai commencé à sentir que j'avais un défaut. Pourquoi tous les hommes la préféraient-ils? Étais-je incapable d'être aimé? Tu es juste trop rigide, m'a dit ma mère quand je lui ai pleuré Michel au téléphone. Chloé est chaleureuse. Les hommes aiment la chaleur. Tu dois te décoincer. Tout le monde me disait de l'accepter. Tout le monde me disait que c'était de ma faute. À 26 ans, j'avais arrêté de présenter des hommes à ma famille. J'ai construit un mur. J'ai gardé ma vie amoureuse secrète. Je pensais que le secret était le seul bouclier que j'avais. Mais les secrets sont difficiles à garder quand votre famille se sent en droit de connaître toute votre vie. J'ai rencontré Cédric Fournier dans une librairie. Il tendait la main vers un exemplaire d'un roman classique et nos mains se sont touchées. C'était un cliché, mais c'était réel. Cédric était stable. Il était chaleureux. Il était d'une bonté discrète, comme ma vie ne l'avait jamais été. Il n'avait pas besoin d'être le centre de l'attention. Il écoutait quand je parlais. Il se souvenait de comment je prenais mon café. Je suis tombée amoureuse de lui, éperdument, et j'étais terrifiée. Je l'ai gardé caché pendant 8 mois. Je n'ai pas posté de photos de lui sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit son nom à ma mère. Je n'ai pas dit à Chloé que je voyais quelqu'un. Tu agis de manière secrète ces derniers temps,
m'a dit Chloé un jour au téléphone. Pourquoi te caches-tu? Rien, ai-je menti. Juste occupé par le travail. Tu ferais mieux de ne pas sortir avec quelqu'un, a-t-elle ri. Tu as des goûts horribles. Tu as besoin que je l'approuve d'abord. J'ai raccroché. Je me suis juré qu'elle ne le rencontrerait jamais. Mais j'ai fait une gaffe. C'était un commentaire négligent lors d'un barbecue familial. Ma tante m'a demandé ce que je faisais pour les vacances. Oh, Cédric et moi pensons aller dans les Alpes, ai-je dit sans réfléchir. La table est devenue silencieuse. Chloé a levé les yeux de son assiette. Ses yeux se sont plissés. Un lent sourire prédateur s'est dessiné sur son visage. Qui, a-t-elle demandé doucement. Qui est Cédric? J'étais figé. J'ai réalisé instantanément ce que j'avais fait. Je venais de sonner la cloche du dîner pour un requin. Personne, ai-je balbutié. Juste un ami. Un ami avec qui tu vas dans les Alpes, a ri Chloé. Allez, Aurélie. Raconte-nous. Quel est son nom de famille? Est-ce qu'il a Instagram? J'ai essayé de détourner la conversation. J'ai essayé de changer de sujet, mais le mal était fait. Chloé avait un nom, et Chloé était excellente en recherche. En moins de 24 heures, elle l'avait trouvé sur les réseaux sociaux. Elle l'avait suivi. Elle avait aimé ses 10 dernières photos. Et puis, la décomposition a commencé. Ça a commencé par de petites choses. Cédric mentionnant que ma sœur lui avait envoyé un message. Elle a l'air sympa, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle voulait organiser une fête surprise pour toi. Elle ment, ai-je dit. Ne lui parle pas, Cédric. S'il te plaît. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Aurélie, c'est ta sœur. Elle essaie juste d'être amicale. Pourquoi es-tu si paranoïaque? Je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas expliquer que son amabilité était une arme. Si j'essayais de le prévenir, je passais pour la sœur jalouse et folle, exactement le rôle que Chloé avait écrit pour moi. Alors j'ai regardé, impuissante, pendant qu'elle plantait ses griffes. Les messages de sa part se sont faits plus courts. Les adieux plus rapides. Il a commencé à être secret avec son téléphone. La dérive familière se produisait à nouveau. Mais cette fois, ça faisait plus mal parce que j'aimais vraiment Cédric et j'avais tant essayé de le protéger. Je savais que ça allait arriver. Je le sentais dans mes os. Mais je n'étais pas préparé à la brasénesse de la trahison finale. Je n'étais pas préparé à entrer dans cette pièce et à voir la fin de ma vie telle que je la connaissais. J'ai rencontré Cédric un mardi pluvieux d'octobre. J'étais dans une librairie d'occasion, à l'abri du mauvais temps. Je cherchais un roman policier spécifique. J'ai tendu la main vers le livre sur une étagère haute, mais j'étais trop petite. Une main est passée par-dessus mon épaule et l'a attrapé. Je crois que c'est celui que vous voulez, a dit une voix. Je me suis retourné. Il était grand. Il avait des yeux bienveillants et portait un épais pull en laine qui semblait avoir été lavé 100 fois. Il n'a pas utilisé de phrase de drague-bateau. Il ne m'a pas dévisagé. Il m'a juste tendu le livre et a souri. Je suis Cédric, a-t-il dit. Je suis Aurélie, ai-je répondu. Nous sommes allés prendre un café sur le champ. Nous nous sommes assis dans une banquette près de la fenêtre pendant 3 heures. Nous n'avons pas parlé de nos familles. Nous n'avons pas parlé de drame. Nous avons parlé de livres, de chiens et de combien nous détestions tous les deux faire la queue à la banque. Cédric était différent des autres hommes avec qui j'étais sorti. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il n'essayait d'impressionner personne. Il était stable. Il était comme une maison solide qui pouvait survivre à une tempête. Quand j'étais avec lui, mon anxiété disparaissait. Je n'avais pas l'impression de devoir jouer un rôle. Je n'avais pas l'impression de devoir être amusante ou bruyante. Je pouvais juste être silencieuse, et il aimait ça. J'aime ton silence, m'a-t-il dit une fois. C'est paisible. Je suis tombée amoureuse de lui rapidement, mais avec l'amour est venue la peur. Je connaissais le schéma. Je savais que si je mettais quelque chose de beau en lumière, ma sœur le trouverait et le briserait. C'était une loi de la physique dans ma vie. Chloé détruit ce qu'Aurélie aime. Alors, j'ai pris une décision. Je garderai Cédric secret. Pendant 8 mois, j'ai mené une double vie. Pour ma famille, j'étais célibataire et ennuyeuse. Pour Cédric,
J'étais une femme avec une famille compliquée qui préférait garder sa vie amoureuse privée. Pourquoi n'ai-je pas encore rencontré tes parents, m'a-t-il demandé un soir alors que nous préparions le dîner. Ils sont intenses, ai-je dit, coupant les légumes un peu trop vite. Je veux juste nous garder pour nous encore un peu. Ça te va? Il m'a embrassé sur le front. Tout ce qui te met à l'aise, Aurélie. Ces 8 mois ont été les plus heureux de ma vie. Je me sentais en sécurité. J'ai commencé à croire que la malédiction était peut-être rompue. Que j'avais peut-être enfin déjoué le schéma. Mais les secrets sont fragiles. Il suffit d'une seule gaffe. C'est arrivé en juin. Ma mère organisait un barbecue pour l'anniversaire de mon père. J'étais là, près de la salade de pommes de terre, essayant d'éviter Chloé. Chloé tenait la cour au centre de la terrasse, racontant à voix haute une histoire sur sa dernière promotion au travail. Ma tante Lydie s'est approchée de moi. C'était une femme gentille, mais elle avait une voix forte. Aurélie, a-t-elle dit, tu as l'air si heureuse ces derniers temps. Y a-t-il quelqu'un de spécial? J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire non, mais j'étais heureuse. J'étais si pleine d'amour pour Cédric que ça a débordé avant que je puisse l'arrêter. En fait, oui, ai-je souri. Il s'appelle Cédric. On pense aller au chalet pour le week-end du 14 juillet. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, j'ai senti l'air changer. Le bavardage sur la terrasse ne s'est pas arrêté, mais une personne a cessé de parler. J'ai levé les yeux. Chloé me fixait de l'autre côté du jardin. Elle tenait un verre de limonade à la main. Elle ne souriait pas. Elle me regardait avec l'intensité concentrée d'un chat observant un oiseau. Elle s'est approchée. Cédric, a-t-elle dit, testant le nom sur sa langue. C'est un joli nom. Pourquoi ne l'avons-nous pas rencontré? C'est nouveau, ai-je menti. Ce n'est pas sérieux. Tu as dit que vous alliez au chalet, a dit Chloé. Ça a l'air sérieux. A-t-il un nom de famille? Non, ai-je dit en me détournant. Mais Chloé était implacable. Elle n'avait pas besoin que je le lui dise. Elle était une détective quand il s'agissait de ruiner ma vie. Plus tard ce soir-là, je suis rentré à mon appartement. J'ai appelé Cédric. Et, ai-je dit. Si ma sœur essaie de t'ajouter sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, ignore-la. Elle est intense. D'accord, a-t-il ri. Tu l'as fait passer pour un monstre. Elle en est un, ai-je murmuré. 2 jours plus tard, la décomposition a commencé. Nous regardions la télé chez lui. Son téléphone a vibré sur la table basse. Il l'a pris et a souri. C'est qui, ai-je demandé. C'est ta sœur, a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. Chloé, comment t'a-t-elle trouvé? Elle m'a trouvé sur Instagram, a-t-il dit nonchalamment. Elle m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle voulait organiser une fête d'anniversaire surprise pour toi le mois prochain et qu'elle avait besoin de mon aide. Je ne veux pas de fête, ai-je dit en me redressant. Cédric, ne lui parle pas. Elle te manipule. Cédric a froncé les sourcils. Il a posé le téléphone. Aurélie, voyons. Elle m'a envoyé un message vraiment gentil. Elle a dit qu'elle sait que vous avez eu une relation difficile, mais qu'elle veut arranger les choses. Elle veut faire quelque chose de gentil pour toi. Pourquoi es-tu si paranoïaque? Elle ne veut pas arranger les choses, ai-je dit, la voix montant. Elle veut se mettre entre nous. Tu es jalouse, a-t-il dit. C'était la première fois qu'il utilisait ce ton avec moi. C'est ta sœur. Elle essaie. Tu devrais être reconnaissante. Chloé avait déjà gagné. Elle s'était dépeinte comme la sœur aimante essayant de combler le fossé, et elle m'avait dépeinte comme la mégère amère et jalouse. Si je me mettais en colère, je prouvais qu'elle avait raison. Si je restais silencieuse, elle continuait de lui parler. Au cours des semaines suivantes, la dérive s'est produite. Je regardais son téléphone et voyais son nom. Chloé a envoyé une photo. Chloé a envoyé un lien. De quoi parlez-vous, ai-je demandé. Juste de la fête, disait-il, détournant l'écran. Et elle m'a demandé des conseils pour sa voiture. Elle sait que je m'y connais en voiture. Elle ne connaît rien aux voitures, ai-je dit. Elle joue l'idiote. Tu es folle, a-t-il marmonné. Les messages se sont faits plus courts. Les je t'aime du soir ont cessé d'arriver. Il a commencé à travailler tard.
Quand nous étions ensemble, il semblait distrait. Il semblait agacé par moi. Chloé est si drôle, a-t-il dit un soir au dîner. Elle m'a raconté cette histoire sur ton père. Je ne savais pas ça. Oui, c'est un numéro, ai-je dit froidement. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle, a-t-il demandé. Elle est si ouverte. Tu es toujours si sur la défensive, Aurélie. C'est épuisant. C'étaient les mêmes mots que ma mère utilisait. Épuisant. Sur la défensive. Je le sentais m'échapper. C'était comme tenir de l'eau dans mes mains. Plus je serrais fort, plus elle fuyait vite. Je savais que j'étais en train de le perdre. Je savais qu'elle recommençait, mais je ne voulais pas y croire. Je l'aimais trop pour croire qu'il me ferait ça. Je me suis convaincu que j'étais folle. Je me suis convaincu que j'étais juste peu sûr de moi. J'avais tort. Le matin où c'est arrivé, le ciel était d'un bleu parfait et innocent. C'était un mardi. Je m'étais réveillé en me sentant coupable. Cédric et moi nous étions disputés la veille au soir. Je l'avais accusé de flirter avec Chloé et il était sorti de mon appartement en claquant la porte, me disant que j'avais besoin d'une thérapie. Je voulais arranger les choses. Je voulais m'excuser. Je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que Chloé essayait vraiment d'être amie avec lui et que je laissais mon traumatisme d'enfance ruiner une bonne relation. J'ai décidé de lui faire une surprise. Je suis allé à la boulangerie qu'il aimait et j'ai acheté 2 bagels, un aux graines de pavot pour lui, un nature pour moi. J'ai acheté 2 grands cafés. J'ai conduit jusqu'à son appartement. J'avais une clé. Il me l'avait donnée il y a 3 mois. À l'époque, il avait dit, c'est aussi chez toi. J'ai garé ma voiture et suis monté. J'étais pleine d'espoir. J'ai répété ce que j'allais dire. Je suis désolé, Cédric. Je te fais confiance. Recommençons à zéro. J'ai atteint sa porte. J'ai mis la clé dans la serrure. Elle a cliqué. J'ai poussé la porte. Surprise, ai-je appelé doucement en entrant dans le salon. L'appartement était silencieux. Les rideaux étaient tirés. Ses chaussures étaient près de la porte. Mais juste à côté de ses grandes baskets, il y avait une autre paire de chaussures, des talons hauts, des rouges. Je connaissais ces talons. J'étais avec Chloé quand elle les a achetés. Mon sang s'est glacé. Le sac de bagels semblait peser 1 tonne dans ma main. Cédric, ai-je dit. Ma voix n'était qu'un murmure. J'ai descendu le petit couloir jusqu'à la chambre. La porte était entr'ouverte. Je pouvais entendre des bruissements. Je pouvais entendre un petit rire. Je ne voulais pas regarder. Chaque instinct de mon corps me disait de fuir, de m'enfuir, de monter dans la voiture et de ne jamais revenir. Si je ne le voyais pas, je pourrais prétendre que ça n'arrivait pas. Mais je ne pouvais pas faire reculer mes pieds. J'ai avancé. J'ai poussé la porte de la chambre. Ils étaient là. Cédric était assis contre la tête de lit. Il était torse nu. Il avait l'air endormi et débraillé. Et à côté de lui, portant un de ses t-shirts et rien d'autre, se trouvait Chloé. Le monde s'est arrêté. Pendant 1 seconde, il n'y a eu aucun son, pas de circulation dehors, pas de bourdonnement du réfrigérateur, juste un silence assourdissant dans mes oreilles. Cédric a levé les yeux. Ses yeux se sont écarquillés. La couleur a instantanément quitté son visage. Il s'est agité, tirant le drap jusqu'à sa poitrine. Aurélie, a-t-il étouffé. Aurélie, attends. Ce n'est pas. Je peux expliquer. C'était la phrase classique, la phrase de tous les mauvais films. Je peux expliquer, comme s'il y avait une explication au fait que ma sœur soit dans son lit à 9 h du matin un mardi. Mais je n'ai pas regardé Cédric. J'ai regardé Chloé. Elle ne s'est pas agitée. Elle n'a pas tiré le drap. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle s'est adossée à l'oreiller. Elle a étiré ses bras au-dessus de sa tête comme un chat qui se réveille d'une sieste. Puis elle m'a regardé et elle a eu un sourire narquois. Ce n'était pas un sourire nerveux. C'était une pose de victoire. Ses yeux étaient brillants et moqueurs. Elle a regardé les bagels dans ma main, puis mon visage. Oups, a-t-elle dit. Sa voix était légère, presque joyeuse. Tu aurais dû appeler avant, Aurélie. C'est impoli de débarquer comme ça. Chloé, tais-toi,
a sifflé Cédric, l'air terrifié. Aurélie, s'il te plaît. Nous venions juste de. C'est arrivé hier soir. On a discuté et on est tombés amoureux. Chloé l'a interrompu. Elle a posé sa main sur sa poitrine nue. Elle m'a regardé, me défiant. On n'a pas pu s'en empêcher, Aurélie. Cédric a besoin de quelqu'un qui le comprenne. Tu l'étouffais. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. J'ai regardé l'homme que je pensais épouser. Il avait l'air petit. Il avait l'air faible. Il n'était pas l'homme stable et fort que je croyais. Il n'était qu'un autre trophée sur l'étagère de Chloé. Et j'ai regardé ma sœur, ma propre chair et mon propre sang. La fille que j'avais protégée des brutes. La fille que j'avais aidée avec ses devoirs. Elle avait pris la seule chose qui était à moi. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle voulait me faire du mal. À ce moment-là, j'ai attendu les larmes. J'ai attendu le cri. J'ai attendu la crise de nerfs. Mais rien n'est venu. Quelque chose d'étrange s'est produit à la place. Je n'ai rien ressenti. La douleur était si grande qu'elle a court-circuité mon système. Elle a fait sauter le fusible. La tristesse s'est évaporée, à sa place, un bloc de glace froid et dur s'est installé dans ma poitrine. J'ai regardé Cédric. Je n'ai rien ressenti pour lui. C'était un étranger. J'ai regardé Chloé. Je n'ai pas ressenti de haine. J'ai ressenti de la clarté. J'ai alors réalisé qu'elle n'arrêterait jamais. Il n'y avait pas de solution. Pas de thérapie familiale. C'était une prédatrice. Et j'avais agi comme une proie. J'ai resserré ma prise sur le sac de Bagel. Aurélie, a dit Cédric, tendant la main. Dis quelque chose, s'il te plaît. Crie-moi dessus. Frappe-moi. Fais quelque chose. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas frappé. J'ai marché jusqu'au lit. Je les ai regardés de haut. Vous vous méritez l'un l'autre, ai-je dit. Ma voix était stable. Elle ne tremblait pas. On aurait dit la voix de quelqu'un d'autre. J'ai laissé tomber le sac de Bagel par terre. Les gobelets de café à l'intérieur se sont renversés. Le café chaud s'est répandu, créant une flaque brun foncé sur la moquette beige de Cédric. Et, a crié Cédric, regardant la moquette. Oups, ai-je dit, imitant le ton de Chloé. C'est un accident. Je me suis retourné et suis sorti de la pièce. Aurélie, attends, a crié Cédric. Laisse-la partir, chérie, ai-je entendu Chloé dire. Elle fait juste son cinéma. J'ai descendu le couloir. J'ai franchi la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement. Je suis allé à ma voiture. Je suis monté. Je suis resté assise un moment, regardant mes mains sur le volant. Elles ne tremblaient pas. J'ai démarré le moteur. En partant, je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas rentré chez moi pour sangloter dans mon oreiller. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Le pire était arrivé. Mon cauchemar était devenu réalité. Et j'étais toujours debout. La vieille Aurélie est morte dans cette chambre. L'Aurélie qui pardonnait. L'Aurélie qui se taisait. L'Aurélie qui prenait le blâme. Elle avait disparu. J'ai conduit sans but pendant 1 heure. J'avais besoin d'un café. J'avais besoin de m'asseoir quelque part et de réfléchir à ma nouvelle vie. Je me suis garé devant un petit café chic du centre-ville. Ce n'était pas mon endroit habituel. C'était trop cher, trop élégant. Mais je suis entré quand même. Je ne le savais pas encore, mais ce café était l'endroit où la seconde moitié de ma vie allait commencer. Je ne savais pas que l'homme assis dans le coin, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, allait devenir l'instrument de ma justice. Chloé pensait avoir gagné la guerre. Elle pensait m'avoir pris ma reine. Mais elle ne savait pas que j'étais sur le point d'introduire une nouvelle pièce sur l'échiquier. Et cette pièce ne jouait pas selon ses règles. Je suis entré dans le café et j'ai commandé un café noir. Je n'aimais même pas le café noir. Je buvais habituellement des lattes au caramel, mais aujourd'hui, j'avais l'impression d'avoir besoin de quelque chose d'amer. Quelque chose pour correspondre au goût que j'avais dans la bouche. Le café s'appelait l'Onyx. C'était le genre d'endroit où les gens portaient des lunettes de soleil à l'intérieur et tapaient sur des ordinateurs portables chers. C'était calme.
Ça sentait les grains torréfiés et le parfum de luxe. Je me suis assise à une petite table dans le coin. J'ai fixé le mur. Mon téléphone vibrait dans mon sac. Je savais que c'était Cédric. Ou peut-être Chloé. Je n'ai pas vérifié. J'ai éteint le téléphone. C'est là que je l'ai vu. Il était assis 2 tables plus loin. Il était impossible de le manquer. Il portait un costume plus tranchant qu'une lame de rasoir, bleu foncé, parfaitement taillé. Il avait une montre en or au poignet qui coûtait probablement plus cher que mes frais de scolarité. Ses cheveux étaient gominés en arrière. Il parlait au téléphone. Sa voix était douce, basse et autoritaire. « Dites-leur de liquider l'actif », a-t-il dit. Je me fiche des pénalités. Déplacez juste l'argent aujourd'hui. Il a raccroché et a regardé autour de la pièce. Ses yeux se sont posés sur moi. La plupart des hommes me regardaient et détournaient le regard. J'étais banal. J'étais le personnage de second plan, mais cet homme a insisté. Il avait des yeux de requin, plats, sombres et intelligents. Il ne me regardait pas avec désir. Il me lisait. C'était comme s'il scannait un document. Il s'est levé et s'est approché de ma table. « On dirait que vous venez d'assister à un meurtre », a-t-il dit. J'ai levé les yeux vers lui. Quelque chose comme ça. Il a tiré la chaise en face de moi et s'est assis sans demander. Je m'appelle Lucas. Lucas Reynaud. Aurélie, ai-je dit. Eh bien, Aurélie, a-t-il dit, faisant signe au serveur pour un autre expresso, quoi qu'il soit arrivé, on dirait que vous avez besoin d'une distraction ou d'un verre, mais il est 10 heures du matin, alors un café devra suffire. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Ou plutôt, il a parlé. Il m'a dit qu'il était stratège en investissement. Il a utilisé beaucoup de grands mots. Il a parlé de rendement à haut risque, de comptes offshore et d'immobilier de luxe. Il était charmant. Il était beau. Mais ma première réaction n'a pas été l'attirance. C'était l'alarme. Tout en lui criait le faux. Il était trop poli, trop parfait. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il me rappelait un serpent qui aurait appris à porter un smoking. Il était dangereux. Je voyais clair en lui. Je pouvais dire qu'il était le genre d'homme qui utilisait les gens jusqu'à ce qu'ils soient vides, puis les jetait. Je n'étais pas intéressé. Je n'étais pas son type et il n'était pas le mien. Mais une pensée m'a frappé. Elle m'a frappé si fort que j'ai failli laisser tomber ma tasse. Il est exactement le genre de Chloé. Chloé ne se souciait pas de la gentillesse. Elle ne se souciait pas de la stabilité. Elle se souciait du tape à accent grave l'œil. Elle se souciait de l'argent. Elle voulait un homme qui ressemblait à un trophée. Elle voulait un homme qui rendrait les autres femmes jalouses. Lucas Reynaud était un filtre Instagram ambulant. Il était tout ce que Chloé voulait être, et il était dangereux. Si Chloé rencontrait Cédric, elle le détruirait. Mais si Chloé rencontrait Lucas, Lucas la dévorerait toute crue. Lucas a regardé sa montre. Je dois y aller. J'ai une réunion avec des investisseurs de Dubaï. C'était un plaisir de vous rencontrer, Aurélie. Il a laissé une carte de visite sur la table. C'était un carton noir épais avec des lettres dorées. J'ai regardé la carte. Lucas Reynaud, Capital Risque. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas demandé de sortir. Au lieu de cela, j'ai mis la carte dans ma poche. Je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche. J'ai lavé l'odeur de l'appartement de Cédric de ma peau. Ce dimanche-là, je suis allé au dîner de famille. C'était audacieux. La plupart des gens auraient sauté le dîner après avoir trouvé leur sœur au lit avec leur petite amie, mais je voulais les voir. Je voulais voir s'ils avaient la moindre honte. Je suis entré dans la maison de mes parents. Chloé était déjà là. Elle était assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Cédric n'était pas là. Elle l'avait déjà jeté. Ou peut-être le gardait-elle caché. Aurélie, a gazouillé ma mère en sortant de la cuisine. Je suis si contente que tu sois venue. Chloé nous a raconté le malentendu avec Cédric. Il faut vraiment qu'on parle de limites, les filles. Malentendu, ai-je répété. C'est juste arrivé, a dit Chloé depuis le canapé. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air de s'ennuyer. Cédric et moi, on a juste une connexion. Tu ne peux pas en vouloir au grand amour, Aurélie.
Mon père a soupiré et a monté le volume de la télé. Il n'allait pas m'aider. Je me suis assise à table. J'ai regardé Chloé. Je ne suis pas en colère, ai-je dit calmement. Chloé a cligné des yeux. Elle s'attendait à une dispute. Elle voulait une dispute. Tu ne le es pas. Non, ai-je dit. En fait, j'ai réalisé que tu avais raison. Cédric était trop ennuyeux pour moi. J'ai besoin de quelqu'un avec plus d'ambition. Les oreilles de Chloé se sont dressées. Ambition? Ouais, ai-je dit nonchalamment en prenant un petit pain. J'ai rencontré ce type l'autre jour. Il s'appelle Lucas Reynaud. J'ai fait une pause. J'ai laissé le nom flotter dans l'air. Qui est Lucas Reynaud? A demandé Chloé. Oh, juste un type dans l'investissement, ai-je dit. Il est plein aux as. Il portait une montre à 10 000 euros. Il n'arrêtait pas de parler de ses propriétés en Europe. Il m'a donné sa carte. Chloé s'est redressée. Et rien, ai-je dit en levant les yeux au ciel. Il était trop tapa accent Graveleuil. Il conduit une Porsche. Il est arrogant. J'ai jeté sa carte. J'ai vu le regard dans les yeux de Chloé. C'était le même regard qu'elle avait eu en voyant mon gâteau d'anniversaire. C'était un regard de faim. Je venais de décrire son homme de rêve. Et puis j'avais fait la partie la plus importante. Je l'avais rejeté. Pour Chloé, c'était un défi. Si je pensais qu'il était trop, elle devait prouver qu'il était parfait. Si j'avais sa carte et que je l'avais jetée, elle devait la trouver. Tu l'as jetée, a demandé Chloé, la voix tendue. C'était stupide, Aurélie. Un type comme ça pourrait être une bonne connexion. C'est un crétin, ai-je dit. Je ne sortirais pas avec lui s'il était le dernier homme sur Terre. Eh bien, a dit Chloé en prenant une gorgée de vin, tu as toujours eu mauvais goût. Cédric est gentil, mais il n'est pas exactement riche. L'appât avait été pris. L'hameçon était planté. J'ai fini mon dîner. J'ai aidé ma mère à faire la vaisselle. J'ai embrassé mon père pour lui dire au revoir. En partant, j'ai vu Chloé sur son téléphone dans le salon. Elle tapait furieusement. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle cherchait Lucas Reynaud. Je suis allé à ma voiture. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai souri. Je ne les ai pas présentés. Je ne les ai pas forcés à être ensemble. J'ai simplement ouvert la porte. C'est Chloé qui a choisi de la franchir. Chloé n'a pas attendu. Elle n'a pas hésité. Ma sœur était efficace quand elle voulait quelque chose. En 2 jours, elle avait trouvé Lucas Reynaud. Elle a trouvé son Instagram. Elle a trouvé son LinkedIn. Elle a découvert à quelle salle de sport il allait. Elle a découvert quel bar il fréquentait. Elle l'a accidentellement rencontré dans un bar à cocktail un mardi soir. Je le sais parce qu'elle a posté une photo de son martini avec la manche de son costume en arrière-plan. La légende disait, nouvelle connexion. De grandes choses à venir. Le vendredi, Cédric avait disparu. Je n'ai même pas eu à demander. J'ai vu Cédric à l'épicerie une semaine plus tard. Il avait l'air misérable. Elle m'a largué, m'a-t-il dit, debout dans le rayon des céréales. Elle a dit que je n'élevais pas assez sa vie. Je te l'avais dit, ai-je dit simplement, et je suis parti. Je n'avais pas pitié de lui. Il était une victime de sa propre stupidité. Chloé se concentrait maintenant sur un plus gros lot. Elle et Lucas ont évolué à la vitesse de la lumière. C'était un tourbillon. Et honnêtement, c'était exactement ce que Chloé méritait. Lucas était un pro. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. Il l'a couverte d'attention. Il l'a emmenée dans des dîners chers où les steaks coûtaient plus que mes courses de la semaine. Il lui a acheté un sac à main de créateur à leur 3e rendez-vous. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction. J'ai tout suivi sur les réseaux sociaux. Chloé postait tout. Soirée en amoureux avec celui-là. Photo de Lucas et de sa Porsche. Tellement reconnaissante d'avoir un homme qui me traite comme une reine. Photo d'un bracelet en diamant. Vibe de couple puissant. Photo de trinquant avec des coupes de champagne sur un toit terrasse. Ma mère était ravie. Chloé a enfin trouvé son égal, m'a-t-elle dit avec enthousiasme au téléphone. Lucas a tellement de succès, Aurélie. C'est un entrepreneur. Il veut prendre soin d'elle.
Tu devrais être heureuse pour ta sœur. Je suis heureuse, ai-je dit. Ça a l'air d'une aventure. Ça l'est, a dit maman. Il l'aide même avec ses finances. Il dit que Chloé a gaspillé son potentiel en travaillant comme réceptionniste. Il va lui apprendre à investir. Mon sang s'est glacé une seconde. Investir. C'était le piège. Je savais au fond de moi que Lucas n'était pas juste un type riche. C'était un prédateur. Les prédateurs ne donnent pas d'argent. Ils le chassent. Mais Chloé ne voyait pas un prédateur. Elle voyait un portefeuille. Elle était tellement aveuglée par le clinquant et le luxe qu'elle ne posait pas de questions. Un mois après le début de leur relation, la dynamique a changé. J'ai vu Chloé à un brunch familial. Elle avait l'air plus mince. Elle avait l'air fatiguée, mais elle essayait de le cacher sous des couches de maquillage. Elle portait une nouvelle robe, mais elle vérifiait nerveusement son téléphone. « Comment va Lucas ?» ai-je demandé en lui passant le sirop. « Il est incroyable », a-t-elle dit rapidement. « Il est juste très occupé. Il travaille sur cette énorme fusion. C'est stressant. Tout va bien ? Bien sûr, a-t-elle répondu sèchement. Nous sommes sur le point d'acheter un appartement en centre-ville, au dernier étage. Ça a l'air cher, ai-je dit. Vous pouvez vous le permettre ? Lucas s'en occupe, a-t-elle dit. Je dois juste avancer une partie de la compte. C'est un investissement, Aurélie. Tu ne comprendrais pas. Tu joues la sécurité. Nous, on prend des risques. C'est vrai, ai-je dit. Des risques ? Une semaine plus tard, Chloé est venue à mon appartement. C'était rare. Elle évitait généralement mon logement car il n'était pas assez chic pour elle. Elle faisait les 100 pas dans mon salon. Elle avait l'air maniaque. J'ai besoin d'un service, a-t-elle dit. Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin que tu me prêtes 5000 €, a-t-elle dit. J'ai presque ri. Quoi ? Chloé, tu sors avec un millionnaire. Pourquoi as-tu besoin d'argent de ma part ? C'est un problème de liquidité, a-t-elle dit, répétant un mot que je savais qu'elle avait appris de lui. Les actifs de Lucas sont bloqués dans la fusion pendant 48 heures. Nous devons conclure pour l'appartement aujourd'hui ou nous perdons l'affaire. Il a juste besoin que je couvre les frais de notaire jusqu'à vendredi. Il va me rembourser le double. Je l'ai regardée. Elle était désespérée. Elle était avide. Elle voulait tellement cet appartement au dernier étage. Elle était prête à me supplier. Je n'ai pas 5000 €, ai-je menti. Je les avais. J'avais économisé pendant des années. Mais je n'allais pas les lui donner. Tu mens, a-t-elle crié. Tu économises toujours. Tu es si radine. C'est ma chance, Aurélie. Je vais être riche. Pourquoi ne peux-tu pas me soutenir ? Demande à maman et papa, ai-je dit. Je l'ai déjà fait, a-t-elle hurlé. Ils m'ont donné 10 000, mais il m'en faut 5 de plus. Mon estomac s'est retourné. Elle avait pris de l'argent à ses parents. Je ne peux pas t'aider, Chloé, ai-je dit. Peut-être que tu ne devrais pas signer des papiers pour un appartement que tu ne peux pas te permettre. Tu es juste jalouse, a-t-elle craché. Tu es jalouse parce que j'ai gagné. J'ai eu le type que tu as vu en premier, et maintenant je vais avoir la vie dont tu rêves. Elle est sortie en trombe. Je suis resté assise sur mon canapé, fixant la porte. Autrefois, je l'aurais poursuivi. J'aurais fait le chèque. J'aurais appelé Lucas et posé des questions. J'aurais essayé de la sauver de faire une erreur. Mais je me suis souvenu du sourire narquois. Je me suis souvenu d'elle dans le lit de Cédric. Je me suis souvenu d'elle portant ma veste. Je me suis souvenu du gâteau d'anniversaire ruiné. Je n'ai pas bougé. Elle a trouvé l'argent ailleurs. Peut-être une carte de crédit. Peut-être un usurier. Je ne sais pas. Mais elle a signé les papiers. Elle a signé tout ce que Lucas a mis devant elle. Elle a signé des accords de partenariat. Elle a signé des garanties de prêt. Elle a signé des documents fiscaux. Elle n'a pas lu un seul mot. Elle a juste vu le stylo dans la main de Lucas et la promesse d'un appartement de luxe dans le ciel. Elle pensait qu'elle signait son entrée dans l'élite. Elle signait son propre arrêt de mort. Pendant les 2 semaines suivantes, Chloé était insupportable. Elle postait des photos de notre nouvelle maison.
Elle postait des vidéos d'elle faisant du shopping pour des meubles. Elle a démissionné de son poste de réceptionniste parce que Lucas a besoin de moi pour aider à gérer l'empire. Elle volait haut. Elle était la reine du monde. Et puis la gravité a fait son effet. Ça ne s'est pas produit lentement. C'est arrivé d'un seul coup. J'étais au travail quand j'ai reçu le texto de ma mère. Il n'y avait que 3 mots. Viens à la maison. Urgence. Je n'ai pas paniqué. J'ai ressenti un étrange sentiment d'inévitabilité. Je savais que ce jour arriverait. Je ne savais juste pas à quel point ce serait grave. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Ma mère pleurait à la table de la cuisine. Mon père était au téléphone, l'air pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « C'est Chloé », a sangloté maman. « La police recherche Lucas. »« Pourquoi ?»« Fraude », a murmuré mon père, couvrant le téléphone. « Fraude massive. Une pyramide de Ponzi. Il volait de l'argent à des investisseurs depuis des années. »« Où est Chloé ?» ai-je demandé. « Elle est à l'appartement », a pleuré maman. « La police est là. Ils perquisitionnent l'endroit. » Elle m'a appelé en hurlant. « Ils prennent tout, Aurélie. Ils prennent sa voiture. Ils prennent ses vêtements. Je dois aller la voir, ai-je dit. « Oui, vas-y », a dit maman. « Aide-la à arranger ça. » Je suis sorti de la maison. Je suis monté dans ma voiture. Je n'allais pas arranger ça. Je savais que je ne pouvais pas arranger ça, mais je voulais le voir. J'avais besoin de voir la fin de l'histoire. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de luxe du centre-ville. Il y avait des voitures de police dehors. Les gyrophares clignotaient, bleus et rouges, se reflétant sur les fenêtres en verre. Je suis passé devant le portier qui avait l'air terrifié. J'ai pris l'ascenseur. La porte de l'appartement était ouverte. Des policiers sortaient des cartons. Je suis entré. L'endroit était un désastre. Les tiroirs étaient ouverts. Des papiers étaient partout. Et là, assise sur une chaise en velours au milieu du chaos, se trouvait Chloé. Elle n'avait pas de sourire narquois. Elle ne rayonnait pas. Elle était enveloppée dans une couverture de police grise. Son mascara coulait sur son visage entraîné noir. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Un détective se tenait au-dessus d'elle, tenant un épais dossier. « Madame, disait le détective, votre signature est sur les comptes. Vous êtes répertoriée comme la partenaire principale de la société Écran. Vous avez signé les prêts. » Je ne savais pas, a gémi Chloé. Sa voix était aiguë et brisée. Je ne les ai pas lus. Il m'a dit de signer. Je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, madame, a dit froidement le détective. Chloé a levé les yeux. Elle m'a vu debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux se sont écarquillés. Pendant une seconde, elle a ressemblé à la petite fille qui avait fait tomber mon gâteau. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je sorte une baguette magique de ma poche et que je fasse partir les méchants hommes. « Aurélie » a-t-elle crié. « Dis-leur. Dis-leur que je suis innocente. Dis-leur que Lucas m'a piégée. » J'ai regardé le détective. J'ai regardé l'appartement de luxe qu'elle avait acheté avec de l'argent volé. J'ai regardé ma sœur qui avait volé ma vie et essayé de me la revendre. Je me suis avancé. « Je ne peux pas leur dire ça, Chloé », ai-je dit doucement. « Pourquoi pas ?» a-t-elle sangloté. « Parce que, ai-je dit, tu voulais cette vie. Tu as signé de ton nom. Tu es entré dans cette pièce. » J'ai regardé le détective. « Je suis sa sœur, ai-je dit. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle a fait. Nous ne sommes plus proches depuis longtemps. » La mâchoire de Chloé est tombée. La trahison dans ses yeux était presque drôle. Elle m'avait trahi 1000 fois, mais elle ne pouvait pas croire que je ne mentirais pas à la police pour elle. Le crash était arrivé. Et cette fois, je n'étais pas l'équipe de nettoyage. J'étais juste un témoin. Les jours qui ont suivi la perquisition ont été un tourbillon d'avocats, d'interrogatoires de police et de reportages. Lucas Reynaud n'est pas resté pour aider ma sœur. Dès qu'il a entendu les sirènes, il a tenté de quitter le pays. Il a été arrêté à l'aéroport avec un sac plein d'argent liquide et un faux passeport. Il s'est avéré que Lucas Reynaud n'était même pas son vrai nom. C'était un criminel de carrière qui avait monté des arnaques dans 3 États différents. Mais il était intelligent.
Il avait monté l'affaire de manière à ce que ses partenaires portent le chapeau. Et sa partenaire était Chloé. Chloé n'a pas été arrêtée pour la fraude elle-même. Elle n'avait pas l'intelligence de planifier une pyramide de Ponzi, mais elle était dans de beaux draps. Elle avait signé pour des prêts frauduleux. Elle avait utilisé de l'argent volé pour acheter des voitures et des vêtements. Elle était accusée de négligence et de recel de biens criminels. Je ne lui ai pas rendu visite en garde à vue. Je suis allé chez mes parents. Je savais que cette conversation allait arriver. Je suis entré dans le salon et l'air était si épais qu'on pouvait à peine respirer. Ma mère faisait les 100 pas. Mon père était assis, la tête dans les mains. Quand ma mère m'a vu, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas offert de siège. Elle a arrêté de faire les 100 pas et s'est tournée vers moi comme une arme. « C'est de ta faute », a-t-elle dit. Sa voix était basse et tremblante de rage. Je suis resté près de la porte. « Excuse-moi. »« C'est toi qui les as présentés », a-t-elle hurlé. Elle a levé les bras en l'air. « C'est toi qui l'as rencontré. C'est toi qui as parlé de lui à Chloé. Tu lui as dit qu'il était riche. Tu l'as piégé. » J'ai mentionné son nom une fois, ai-je dit calmement. C'est Chloé qui l'a traqué. C'est Chloé qui est sortie avec lui. C'est Chloé qui a signé les papiers. Elle t'admire, a pleuré ma mère. Des larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de colère. Elle fait confiance à ton jugement. Si tu as dit qu'il était un bon parti, bien sûr qu'elle s'est lancée. Tu savais qu'elle le ferait. Tu as fait ça exprès pour lui faire du mal parce que tu es jalouse de son tempérament. Son tempérament, ai-je ri. C'était un son sec et creux. Maman, elle a volé mon petit ami. Elle vous a volé de l'argent. Elle a signé des contrats frauduleux parce qu'elle était avide. Ce n'est pas du tempérament. C'est de la stupidité. Mon père a levé les yeux. Aurélie, ne parle pas de ta sœur comme ça. Elle est une victime ici. Elle est victime de ses propres choix, ai-je dit. Nous devons payer un avocat, a dit mon père, la voilasse. Un avocat pénaliste. Sais-tu combien ça coûte? Nous devons refinancer la maison. Nous risquons de perdre notre épargne retraite. C'est terrible, ai-je dit. J'espère que Chloé trouvera un travail pour vous rembourser. Tu dois aider, a dit ma mère en se rapprochant de moi. Tu as des économies. Tu as cet argent que tu as accumulé. Tu dois nous le donner pour l'avocat. C'est le moins que tu puisses faire après avoir causé ce gâchis. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la femme qui m'avait blâmé pour le gâteau ruiné quand j'avais 12 ans. J'ai regardé la femme qui m'avait dit de partager ma veste. J'ai regardé la femme qui avait vu ma sœur détruire mon estime de moi pendant 20 ans et appelait ça du charisme. J'ai alors réalisé qu'elle ne changerait jamais. Elle brûlerait le monde entier pour garder Chloé au chaud, et elle m'utiliserait comme bois de chauffage. Mais je n'étais plus du bois. J'étais de la pierre. Non, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Que as-tu dit, a murmuré ma mère. J'ai dit non, ai-je répété clairement. Je ne vous donnerai pas d'argent. Je ne paierai pas pour son avocat et je n'accepterai pas le blâme pour ça. Si tu franchis cette porte, a menacé ma mère, la voix tremblante, n'ose pas revenir. Tu abandonnes ta famille en pleine crise. J'ai regardé autour du salon. J'ai regardé les photos de famille sur le mur. Sur chacune d'elles, Chloé était au milieu, souriante. J'étais toujours sur le bord, à moitié hors du cadre. Je n'abandonne pas la famille, ai-je dit. J'y survis. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte. Ma mère a hurlé mon nom. Elle a jeté un vase contre la porte alors que je la fermais. Il s'est brisé. Je n'ai pas bronché. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué Chloé. J'ai bloqué mes tantes et oncles qui ont essayé de m'envoyer des messages pour me dire que j'étais égoïste. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas solitaire. Il était paisible. Les retombées ont duré 1 an. Chloé n'est pas allée en prison, mais elle n'en était pas loin. Elle a accepté une procédure de plaidé coupable parce qu'elle a coopéré à l'enquête contre Lucas. Elle a eu une mise à l'épreuve, mais les conséquences ont été sévères. Elle a dû se déclarer en faillite. L'appartement de luxe a été saisi par la banque. Sa voiture a été reprise. Les sacs de créateurs, les bijoux, les chaussures.
Tout a été vendu aux enchères de la police pour rembourser les victimes de la fraude. Mais le pire pour Chloé n'a pas été la perte d'argent. C'était la perte de la face. Son nom était dans les journaux. Tout le monde dans notre ville savait ce qui s'était passé. Elle n'était plus la fille charmante et magnétique. Elle était la fille qui était sortie avec un escroc et avait essayé de dépenser de l'argent volé. Les amis qu'elle avait essayé d'impressionner ont disparu. Les hommes avec qui elle flirtait riaient d'elle dans son dos. Elle ne pouvait pas trouver de travail en ville. Personne ne voulait l'embaucher avec une accusation de fraude sur son casier. Mes parents ont perdu beaucoup d'argent pour l'avocat. Ils ont dû vendre leur maison et déménager dans un appartement plus petit. Ils étaient amers. Ils étaient fatigués. Ils n'avaient plus l'énergie de traiter Chloé comme une princesse. Pour la première fois, Chloé a dû entendre le mot non. Environ 6 mois après le procès, j'ai appris par un ami que Chloé partait. Elle a déménagé à Bordeaux. Elle y connaissait une personne, une fille du lycée qui l'a laissée dormir sur son canapé. Chloé a trouvé un travail de nuit dans un entrepôt. C'était le salaire minimum. Pas de clients à charmer, pas d'hommes à manipuler, juste des boîtes et du silence. Elle a supprimé ses réseaux sociaux. Le rêve d'influenceuse était mort. Elle ne pouvait pas poster de photos de sa vie parce que sa vie était maintenant petite, dure et sans glamour. Quant à moi, je n'ai pas recommencé à sortir tout de suite. Je n'ai pas essayé de trouver un homme meilleur pour remplacer Cédric. Je suis allé en thérapie. Je me suis assise sur une chaise tous les mardis et j'ai parlé du gâteau. J'ai parlé de la veste. J'ai parlé du sentiment d'être invisible. Ma psy m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Elle a dit, Aurélie, vous avez passé toute votre vie à essayer d'être assez bien pour des gens qui étaient déterminés à mal vous comprendre. Vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. Alors, j'ai construit un nouvel environnement. J'ai peint les murs de mon appartement d'une couleur que j'aimais, pas d'une couleur neutre. J'ai acheté des vêtements qui me donnaient confiance. J'ai commencé la randonnée. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient pas ma sœur et ne se souciaient pas de mes drames familiaux. Un après-midi, je passais devant un café, pas celui de luxe où j'avais rencontré Lucas, mais un petit café chaleureux près de chez moi. J'ai vu Cédric. Il était assis à une table, seul. Il avait l'air plus vieux. Il avait l'air triste. Il m'a vu et s'est levé. Il est sorti sur le trottoir. Aurélie, a-t-il dit. Je me suis arrêté. Bonjour, Cédric. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit. Il a regardé ses chaussures. Avec Chloé et ce type. Oui, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai été un idiot. J'aurais dû t'écouter. Elle m'a vraiment détruit, Aurélie. Elle m'a fait croire que tu étais la méchante. Je sais, ai-je dit. Est-ce que tu penses, a-t-il hésité. Est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être prendre un café? Recommencer. Tu me manques. La facilité qu'on avait ensemble me manque. Je l'ai regardé. Je me suis souvenu à quel point je l'avais aimé. Je me suis souvenu que je voulais l'épouser, mais je me suis aussi souvenu de lui, debout dans la chambre, laissant Chloé me traiter de dramatique. Je me suis souvenu qu'il avait cru ses mensonges plutôt que ma vérité. Il voulait récupérer l'ancienne Aurélie. L'Aurélie qui pardonnait. L'Aurélie qui acceptait des miettes d'affection. Non, Cédric, ai-je dit doucement. Pourquoi pas, a-t-il demandé, l'air blessé. Tout le monde fait des erreurs. Certaines erreurs révèlent qui sont vraiment les gens, ai-je dit. Tu ne m'as pas protégé. Et j'en ai fini avec les gens qui ne me protègent pas, je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Ma vengeance n'était pas Lucas. Ce n'était pas l'enquête. Ce n'était pas de voir Chloé travailler dans un entrepôt. Ma vengeance, c'était de finalement m'apprécier. Ma vengeance, c'était de me réveiller un dimanche matin, de faire du café et de ressentir une paix absolue. Pas de drame, pas de peur de la trahison, pas d'attente que le couperet tombe. J'étais sorti de l'ombre. Et j'ai découvert que le soleil était tout aussi bon sur ma peau que sur la sienne. Si vous avez lu jusqu'ici, vous ressentez peut-être un serrement dans la poitrine. Peut-être que vous êtes l'enfant facile. Peut-être que vous êtes celui ou celle qui répare les pots cassés. Peut-être que vous avez un membre de votre famille qui prend et prend jusqu'à ce que vous vous sentiez comme une coquille vide.
Je vous raconte cette histoire parce que je veux que vous sachiez une chose. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'arrêter de protéger les personnes qui vous blessent. Vous avez le droit de les laisser faire face aux conséquences de leurs propres actions. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Cela vous rend libre. N'attendez pas qu'ils changent. Ils ne le feront pas. C'est à vous de changer. C'est à vous de briser le schéma.